Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Donc l'Agent secret, je suis très très content de vous le présenter. C'était pour moi clairement l'un des plus beaux films découverts à Cannes cette année, sinon le plus beau, qui a vraiment illuminé, je trouve, la compétition cannoise, qui sort avec un petit peu de recul, je pense à la fin de l'année, je crois, et qui est donc le quatrième ou le cinquième long métrage de Kleber Mendonça Filho, un cinéaste brésilien qu'on a découvert il y a à peu près une dizaine d'années. Kleber Mendonça Filho, il est né en 1968. Il a d'abord eu une première carrière avant de tourner des films de critique de cinéma. C'est un cinéphile, c'est quelqu'un qui qui parcourt les cinémas de sa ville de Recife sur la côte brésilienne pendant toute son enfance et qui en garde une pratique cinéphile. Il exerce la critique de cinéma, il est programmateur et il s'est mis à tourner il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années. Il avait d'abord fait un premier documentaire en 2008 et puis on l'a découvert avec Les bruits de Recife. Un récit d'angoisse et de paranoïa très inspiré d'un de ses cinéastes fétiches, qui est John Carpenter, dont il s'est beaucoup revendiqué jusqu'à maintenant, et qui a à la fois dessiné un portrait de sa ville, du Brésil d'aujourd'hui. Il avait sorti aussi il y a quelques années Aquarius, qui était un portrait de femmes et d'un immeuble aussi, sur la côte de Recife qui était menacé par les promoteurs. C'était la lutte de cette femme contre la promotion immobilière qui défigurait les villes à cette époque-là. Bacurau ensuite avait raconté une sorte de lutte, de bataille dans un petit village pareil, menacé par des forces d'intervention étrangères. Donc là, une sorte de résistance qui se mettait en place, résistance villageoise face aux intrusions des grandes puissances et qui, encore une fois, resituait le Brésil à chaud d'une histoire contemporaine. Et puis L'Agent secret, qu'on va donc découvrir maintenant, c'est un film tout à fait étonnant qui se déroule en 1977, donc pendant la dictature brésilienne, et qui mélange énormément de choses, qui traite d'une période précise de l'histoire, la fin des années 70, qui pour les pays sud-américains est un moment assez critique, notamment pour le Brésil, et qui, par le regard qu'il pose sur les années 70, nous parle aussi beaucoup du présent. C'est un film qui n'arrête pas de jeter des ponts jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la situation actuelle du Brésil, toute une histoire comme ça des régimes autoritaires jusqu'au plus récent de Bolsonaro, et qui travaille comme ça la matière historique pour dialoguer avec le présent. Donc ça, c'est une chose très intéressante. Le film est pétri d'imaginaire cinéphile. Il est traversé comme ça de toute la culture du cinéma des années 70 qui est là, qui est présente, et notamment un des films qui avait été un grand succès de cette année-là, à savoir Les Dents de la Mer. Vous allez voir comment le film travaille cet imaginaire, mais aussi tout ce qui pouvait être le cinéma d'espionnage, le cinéma paranoïaque des années 70, tout ce cinéma de complot et de la découverte d'un État autoritaire qui avait des visées à l'encontre de ses citoyens, qui agissait comme ça de façon tout à fait répréhensible. Le film récupère un petit peu tout ça et retravaille autour d'un personnage, vous allez le découvrir, il est joué par Wagner Moura, qui est excellent dans le film, qui a eu un prix d'interprétation d'ailleurs, je crois, si je me souviens bien, et qui est un personnage en cavale, sous couvert, incognito. Agent secret ou pas agent secret, là, j'en dis pas plus, vous allez découvrir ça au fil du film. Mais ce qui est intéressant, ça va être un petit peu tout le tissu de mystère qui s'organise autour de ce personnage et de son parcours. Alors, le film est tout à fait étonnant. Comme à chaque fois chez Kleber, on s'installe dans un immeuble. Et ici, le film brille aussi pour la galerie de personnages qu'il va mettre en scène. Une galerie tout à fait bigarrée. Il y a une invention comme ça de figures, de caractères qui traversent le film, qui est tout à fait étonnante. Et une immense générosité de mise en scène. Vraiment, c'était ce qui était frappant dans la compétition cannoise cette année. On a pu découvrir le film. C'est à quel point
Kléber Mendoza Filho joue avec la mise en scène, travaille le cadre, est généreux en termes de mouvement de caméra, de musique. La reconstitution de l'époque n'est pas du tout pesante, mais au contraire riche d'un imaginaire et d'une foule de motifs et d'inventions iconographiques vraiment saisissantes. Et voilà, et le film arrive à partir de cette situation-là à nous parler d'aujourd'hui, de la fiction, de l'histoire et de la place du cinéma dans l'histoire, de comment on interprète les événements, à la fois pour en faire aussi une histoire des luttes, mais aussi un imaginaire. Il y a toutes ces questions qui se mêlent dans l'Agent secret et qui en font un des films vraiment les plus passionnants de l'année. Donc, alors, plutôt que de vous écraser de propos avant le film, on le regarde tous ensemble, et puis comme on le fait d'habitude, on en discute après, comme ça, voilà, on pourra échanger autour de ce qu'on a vu. Donc bon film, on se retrouve tout à l'heure, et voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, je vous avais parlé de l'année 1977, avant même d'entrer dans le film, juste préciser quelque chose qui est assez fréquent dans le cinéma de Kléber Mendoza Filho, qu'on a pu voir dans ses films précédents, qu'il habite beaucoup et qui est encore très présent dans ce film. C'est pour ça que j'en parle, c'est que voilà, je vous avais dit que c'est un admirateur de John Carpenter, par exemple, enfin surtout du cinéma de genre, cinéma d'horreur hollywoodien, de cet âge d'or pour le genre qui avait été les années 70-80, qui l'ont beaucoup marqué. Ici, ça se traduit par la présence très forte des Dents de la Mer. Et c'est quelque chose qui habite vraiment le cinéma de Kléber, qui... Voilà, cette idée que le cinéma de genre, le cinéma d'horreur cristallise quand même à chaque fois quelque chose de fort dans l'époque, que c'est souvent une lecture qu'on peut en faire et que c'est une part d'imaginaire qui est réinvestie dans ce que la réalité a parfois de plus horrible, de plus affreux, de plus inavouable, etc. Et ici, c'est présent, c'est quelque chose... Il n'a jamais fait du cinéma de genre à proprement parler, Kléber, mais c'est présent dans son inspiration, c'est présent parce qu'il parle du cinéma dans ses films, et que peut-être qu'un des sujets de l'Agent secret, c'est aussi le cinéma, sa présence dans nos vies, son devenir, son effacement progressif aussi peut-être, ça fait partie des choses dont le film parle. Et le cinéma de genre en particulier a une forme de catharsis aussi, qui permet de comprendre parfois les choses qui nous entourent, en tout cas aussi de laisser une place au mythe dans nos vies. Ce sera toute l'histoire de la fameuse jambe coupée qui finit par devenir un mythe dans ce récif de la fin des années 70. Et voilà, simplement pour poser que cette idée du genre, du cinéma de genre, du cinéma d'exploitation, du cinéma populaire, dans ses formes les plus populaires, est présent dans le cinéma de Kléber, qui pratique un cinéma d'auteur, qui cherche à intégrer cet héritage, à faire sien cet héritage populaire, et à lui donner une forme qui est celle du cinéma d'auteur, bien sûr, avec ses grands sujets, avec ses thèmes assez larges, avec sa façon d'affronter l'histoire de son pays, mais en gardant ce germe du cinéma populaire, ces souvenirs du cinéma populaire, et de la façon dont ils imprègnent l'époque aussi, ce qui est important avec Les Dents de la Mer, en l'occurrence avec d'autres films, parce que le film, il n'y a pas que Les Dents de la Mer, mais c'est que c'est à chaque fois des indicateurs, des signes très forts d'une époque, quelque chose qui cristallise. C'est le cinéma pour Kléber, comme on le voit ici, c'est à la croisée de l'histoire et de l'imaginaire collectif. Donc c'est une donnée historique, donc ça participe de nos vies, et quand on veut restituer une époque, on ne peut pas le faire sans penser au cinéma. Il y a cette dimension-là dans le film qui est, me semble-t-il, assez importante. Et puis si jamais vous avez vu ou vous voulez voir d'autres films de Kléber Filho, vous verrez que c'est tout aussi présent. Alors il tourne à Recife. Recife, c'est sa ville, la ville du Pernambouc, côtière, du nord du pays, et qui est évidemment le décor de la plupart de ses films.
On en parlera un petit peu plus parce que souvent il choisit un immeuble, un bâtiment comme ça qui rassemble une communauté. Ici, c'est l'année 1977. Alors, 1977, c'est un moment assez particulier. C'est le moment où, on va dire, la dictature militaire entre dans sa dernière phase, qui sera à la fois la plus intense et particulièrement sordide, criminelle, avec beaucoup d'assassinats politiques, avec beaucoup de cadavres qui remontent à la surface. Et c'est là-dessus que s'ouvre le film, d'ailleurs, hein, sur ce cadavre étendu à côté de la station-service, qui répand une odeur pas possible et qui pose métaphoriquement ce que sera le sujet du film, cette espèce de charnier invisible de la dictature, de moins en moins invisible, puisque ça regorge de tous les côtés. On retrouve des jambes dévorées à l'intérieur de cadavres de requins. Il y a quelque chose de ces corps disparus, assassinés, tués, éliminés, qui remonte à la surface, inévitablement, et qui sent mauvais, qui sent la pourriture du régime, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc ça, c'est posé dès cette première scène. Bon, historiquement, la dictature, elle date pas de 77. Il y avait le coup d'État, c'était en 1964 du maréchal Carmelo Branco, hein, qui avait installé ce régime très long qui durera jusqu'en 85, le régime militaire. Et donc en 77, on est à peu près 8 ans avant la fin du régime, et c'est la dernière phase, la phase de décrépitude et le virage, la radicalisation du régime. Et voilà, donc un moment assez particulier. C'est pas pour rien qu'il prend cette date en considération. Ce qui est très intéressant, dès le début du film, il y a des petits cartons comme ça qui nous dit c'est là que commence notre histoire, et il parle d'une année semée d'embûches, donc avec ce vocabulaire semé d'embûches qui est un peu le vocabulaire du feuilleton, et qui désigne aussi cette année terrible de 77. Donc dès le début, Kléber mélange l'indice historique avec l'imaginaire du récit, du feuilleton, et c'est comme ça que le film va s'arrimer à ce personnage d'Armando Marcelo, qui est un réfugié qui cherche à quitter le pays, et qui va atterrir dans le lieu spécifique du film, lieu typiquement, ce genre de lieu qu'adore Kléber, c'est-à-dire un immeuble. Alors les bruits de récif se passaient dans un immeuble de récif. C'était le cas d'Aquarius, qui portait carrément le nom de l'immeuble où se déroulait le film. Et là, on a ce lieu vraiment extraordinaire, je trouve, une idée formidable qui est un lieu de fiction en quelque sorte, c'est-à-dire cette résidence tenue par une vieille dame, Doña Sebastiana, qui recueille les réfugiés, des gens sous une fausse identité, des gens incognito en quelque sorte, qui cachent ces gens qui soit vont partir, soit arrivent, et qui forment comme ça une petite communauté sans état civil, une communauté sans nom, sans identité, de personnes mises en difficulté par le régime ou par d'autres régimes, et qui transitent par là et se cachent à l'intérieur de cet immeuble. Alors c'est un véritable catalyseur de fiction dès le début du film, puisque on ne sait pas qui sont ces gens, chacun a une histoire qui doit rester cachée, et tout le monde se croise à l'intérieur de cet immeuble, et on a une idée qui est formidable, qui est pleine de cinéma en quelque sorte, et la caméra de Kléber en profite. Il sait jongler là-dessus. Elle est très mobile, elle circule d'un personnage à l'autre, d'une pièce à l'autre. Elle nous présente tous ces personnages, et on a ici ce qu'on pourrait appeler une sorte, un des grands plaisirs à découvrir ce film, je pense, c'est le côté film monde, quoi. C'est-à-dire cette année 77 à Récif, c'est un monde de personnages. Il y en a une variété incroyable. À chaque scène amène ses nouveaux personnages. On a rarement vu dans le cinéma récent des films avec autant de générosité, des films qui essaient de relancer les dés à chaque scène, de nous amener quelque part, de nous présenter de nouvelles figures, parce que cette ville est peuplée de figures hautes en couleur.
Et il y a voilà, cette immense générosité du récit qui est vraiment formidable. Et donc, on va découvrir, et c'est ça qui est assez intéressant, ça va être la rétention que pratique Kléber à l'endroit de son personnage principal, de ce héros, qui est un universitaire. On découvrira ça par la suite, mais au début, on ne sait pas du tout. Il y a une incertitude, et le film fait fructifier cette incertitude qui est multipliée par tous ses autres camarades de résidence. La résidence Orphy, si je me souviens bien, elle s'appelle comme ça, c'est le nom du bâtiment aussi. Et voilà, donc l'immeuble est un réservoir de fiction. À chaque étage, dans chaque pièce, une nouvelle histoire, un nouveau personnage, et tout ça se croise dans une mise en scène tout à fait étourdissante. Donc, à travers ça, il y a évidemment un récit qui est assez tentaculaire, ou disons en toile d'araignée, comme ça, avec différents niveaux de personnages, différents fils qui vont être amenés à se croiser, et évidemment qui pose un climat qui est celui de ce régime militaire où on avait parlé des cadavres qui remontent à la surface, mais où il y a aussi évidemment une police militaire qui est extrêmement soupçonneuse et corrompue, puisqu'on voit que un contrôle de police, on vous demande de contribuer au bal de la police, hein, c'est une façon de vous extorquer de l'argent. Il y a une police municipale qui est pas beaucoup plus formidable, qui est un peu clanique, avec un chef de police, un commissaire qui a des enfants, entre guillemets, officiels, non officiels, etc., et qui pratique le faux semblant. Il y a la scène assez formidable de la déposition au commissariat où on organise un faux bureau avec de faux secrétaires, etc., juste pour donner l'impression d'un poste de police normal à la dame dite bourgeoise qui vient déposer son témoignage. Donc c'est un régime de faux semblants, de couverture, de déguisement, de secret. Il y a des tueurs à gages, une équipe de tueurs à gages dans ce régime-là, un ancien militaire d'ailleurs, que même les militaires ont dû dégager, et qui s'est reconverti dans une sorte de tueur à gages. On les voit lui aussi avec son beau-fils, là pour le coup, balancer des cadavres par-dessus le pont. Donc voilà, on a quand même ce climat où les assassinats abondent en fait, hein, et se multiplient, et où les corps, on les retrouve partout. D'ailleurs, l'allusion aux Dents de la Mer désigne bien une ère de requins. Hein, on est à cette période-là, évidemment, où les corps se retrouvent partout. Et donc, il y a des assassinats qui sont commandités. Chose très intéressante, ils sont commandités par qui ? Ils sont commandités, là, en l'occurrence, pour éliminer le héros Armando, par l'industrie, par un chef d'industrie. Hein, c'est l'industrie... je ne sais pas si c'est agroalimentaire, non, ça s'appelle Composants du Brésil ou Matériaux du Brésil. Quand on voit sa société, c'est la grosse industrie. Electrobras, donc industrie énergétique, production énergétique, dirigée par ce personnage de Guirotti, là, qui est le grand méchant du film, on va dire, pour utiliser un vocabulaire un peu puéril, mais voilà, cette figure d'industriel qui commandite des assassinats, c'est cette emprise comme ça des grandes firmes, hein, sur l'État, sur le Brésil, sur le pays, qui finalement sont de mèche avec la dictature militaire, et qui exploitent à la fois les ressources et puis bousculent les limites d'un régime, quoi, et qui profitent de l'arbitraire de cette période. Voilà, donc c'est un régime d'assassins, quoi, grosso modo. Donc c'est ce que nous montre Kléber à travers ça. Et ce qui est intéressant justement dans la construction du récit, c'est évidemment comment... alors ça, ce serait pour le climat politique, tout ce que ça fait remonter à la surface, mais c'est la façon dont
Le film va nous raconter ça pas du tout sur le mode d'un thriller politique, voilà, avec un personnage qui va enquêter, qui va prendre conscience de la situation, un scénario paranoïaque. Non, pas du tout. Ça nous est raconté d'une façon tout à fait étonnante, qui serait, à mon avis, qu'on pourrait appeler le privilège ou le bénéfice de la fiction. Il va s'agir de faire foisonner les fictions, foisonner les récits, démultiplier les figures, croiser comme ça tous les fils de l'intrigue. Et c'est vraiment de ce côté-là que pour moi le film est le plus intéressant. Pour être un petit peu plus clair, parce que bon, j'ai bien conscience que c'est peut-être pas... voilà, il faut préciser ce que je dis, mais le film s'appelle L'Agent secret. Là encore, c'est un faux semblant. L'agent secret, on attend un récit d'espionnage. Bon, voilà, c'est un personnage, c'est vraiment un archétype voilà, de personnage de film d'espionnage. L'agent secret, bon, on imagine plein de choses, sauf ça. Qu'est-ce que c'est l'agent secret dans le film ? Il n'y a pas d'agent secret en fait. Hein. C'est pas vraiment un récit d'espionnage. Il n'y a pas vraiment d'enjeux d'espionnage ou de contre-espionnage. Pas du tout. C'est un film avec Belmondo qu'on va voir à un moment dans le cinéma. Le cinéma qui est un lieu assez stratégique du film. Hein, qui est, voilà, j'avais parlé de l'immeuble des réfugiés, qui est un décor très intéressant, mais il y a aussi le cinéma, son écran, sa salle, la cabine, hein, qui se relie presque directement à l'histoire des réfugiés ou des clandestins. Donc voilà, on y passe un film de Belmondo qui s'appelle L'Agent secret. C'est vraiment un passage très court du film et on peut se demander pourquoi ce passage qu'on pourrait trouver anecdotique donne son titre au film. Mais parce que c'est justement dans le jeu entre la situation politique, la fin des années 70 au Brésil, la ville Recife, qui est une sorte de ville-écran comme ça au bord de la mer, et la présence du cinéma dans nos vies, c'est-à-dire cet échange constant entre l'histoire contemporaine et l'imaginaire qui intéresse évidemment Kléber. Bon, il n'y a pas d'agent secret, mais on peut se dire qu'il y a beaucoup de secrets dans ce Brésil. Il y a beaucoup de choses cachées. Et les choses qui sont cachées ne sont pas des récits interplanétaires d'enjeux entre les pays, etc. Enfin, tout cet imaginaire des agents secrets qu'on mobilise d'habitude. Les choses cachées sont bien plus triviales que ça. Ce sont les agissements, les malversations du régime et puis l'arbitraire qui règne, évidemment, au quotidien. Donc voilà comment tout ça pour montrer comment le film joue un petit peu à mélanger la réalité politique d'une époque et le fait que cette réalité est inévitablement mélangée à des fictions. Quand je dis des fictions, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est ce qu'on imagine du héros, par exemple, quand on le découvre, quand on le voit arriver dans cette résidence, quand on le voit rencontrer tout le monde, tant qu'on ne sait pas encore véritablement son histoire, eh ben, dans notre tête, il y a plein de fictions qui se forment. Pareil pour les gens qui habitent avec lui. Pareil pour quand on découvre les tueurs à gages, etc. Il y a tout ce flou, tout ce mystère qui entoure les personnages et qui font beaucoup, je pense, réagir le spectateur. Chaque personnage du film est porteur en lui-même de sa fiction, que ce soit le jeune Clovis, que ce soit la voisine du dessus qui est dentiste et qui examine la bouche. Voilà, à chaque personnage, sa fiction, ses fictions, qu'il transporte avec eux. Et c'est par là que Mendoza Filho va aborder la politique, va aborder les zones d'ombre du régime militaire, va aborder cette histoire qu'il creuse par de nombreuses galeries. Et puis il y a ça une dimension supplémentaire encore, c'est que ce récit, c'est pas simplement du passé qui nous est raconté, qui est reconstitué comme ça par le cinéma. Si, bon, ça l'est évidemment, mais c'est aussi un récit qui est
réécouté par des archives. Il y a un rapport au présent. Et vous voyez qu'au bout d'un moment du film, il y a des sautes vers la période actuelle où il y a d'autres personnages qui sont en train de vivre cette histoire qui nous est racontée, qui sont les deux jeunes filles qui font des recherches sur les archives, etc., et qui vont aboutir petit à petit à retrouver le fils d'Armando pour lui restituer cette archive, cette histoire. Donc il y a aussi l'idée de du rapport de cette époque, 1977, au présent. Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Qu'est-ce qu'on fait de ces archives? Quelle est la mémoire de la dictature, finalement? Et ce que je trouve vraiment très beau dans la conclusion, c'est pour ça que je pense que le film est... il arrive à faire une boucle absolument admirable, c'est que revient à la fin la question du cinéma. Étrangement, d'ailleurs, on ne l'avait pas vu venir, mais cette banque du sang dans laquelle travaille Fernando, qu'on avait vu au début du film, qui est le fils, le petit garçon que retrouve le réfugié Armando, eh bien, cet hôpital dans lequel il travaille, c'est l'ancien cinéma, c'est le cinéma où travaillait son grand-père. Et donc, il y a à la fois la question de que deviennent les archives de la dictature, que deviennent la trace de ces morts qu'on a réussi à reconstituer, que devient l'imaginaire qui a été celui du XXe siècle et de la fin du XXe siècle, qui a été incarné par le cinéma. Tout ça s'est transformé, tout ça s'est modifié, et évidemment, c'est cette question de la mémoire, finalement, que le film finit par retrouver en bout de course. Cela avec, évidemment... la période du carnaval, qui, encore une fois, donne une coloration particulière à cette histoire, qui aurait pu être racontée de bien des manières. On aurait pu imaginer, comme on l'a dit, un thriller politique, un polar, un film à thèse qui dénonce ce qui s'est passé. Mais en faisant ça, en tournant cette histoire à la période du carnaval, Kléber lui donne encore une autre coloration, celle de la fête, mais une fête qui fait des morts. Il y a eu 91 morts au carnaval, etc. Et ça donne lieu évidemment à la grande scène, très belle je trouve, de course-poursuite à la fin avec le tueur qui a été recruté, évidemment sur un chantier, et où tous les fils de l'intrigue se recroisent, tous les personnages entrent dans une espèce de sarabande collective, en se courant après les uns les autres dans la ville. Et là aussi, ellipse. On ne verra pas la mort d'Armando, c'est seulement dans les archives d'un journal consulté bien des années plus tard qu'on apprendra sa mort. Ça aussi, c'est très beau de retenir comme ça ce moment, de ne pas en donner le paroxysme ou l'exécution de ce héros, et de le maintenir quelque part vivant pour nous. Cette victime de la dictature, qui était, on l'apprend au milieu du film, un chercheur qui avait qui avait breveté un système de voiture électrique. Voilà, ça a été cette promesse d'une voiture sans doute plus propre que l'exploitation du pétrole qui, c'est bien, au Brésil, aura eu lieu. Alors, elle était très intense, etc. Évidemment, les intérêts financiers n'ont pas permis que ces progrès apparaissent à ce moment-là. Ils les auront retardés d'un bon demi-siècle, on va dire. Donc voilà, c'est un petit peu ça que raconte aussi le film. Mais quelque part, il y a une façon, en ne filmant pas sa mort, de maintenir le personnage présent, pas vivant bien sûr, mais toujours présent à notre esprit, et de le ressusciter aussi dans le personnage de son fils, qui est joué par exactement le même acteur, donc Wagner Moura, qui est coproducteur du film aussi, et qui, je crois, a été... Alors, moi, je connais beaucoup plus mal les séries, mais visiblement, c'est un acteur qui est devenu immensément populaire au Brésil et même à l'international pour la série Narco, d'après ce que je sais, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas vous en parler. Donc, voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, peut-être beaucoup trop. Je suis très bavard. Pardonnez-moi. Donc, maintenant arrive le moment du micro, des questions. Si vous avez c'est pas forcément des questions, d'ailleurs, ça peut être vos avis sur le film. Est-ce que vous avez aimé le film? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous en pensez? Ça commence. Bonjour. J'avoue que le film m'a bluffé à tel point que, si on parlait du cinéma parano des années 70, j'avais l'impression d'être
un peu Warren Beatty devant le Parallax View, avec toutes ces images même, et à me dire... alors, je ne sais pas pour les autres spectateurs, mais je pense que de toute façon, il faut que je le revoie d'ici quelques temps pour mieux... parce que là, à chaud. Mais c'est vrai que jusqu'à cette interview dans le cinéma, et encore... grâce à son beau-père, parce que sans l'ancrage du beau-père et du fils, qui est-il, pourquoi est-il dans cette ville, etc., on a tous les scénarios en tête possibles, etc. Et là, il commence à parler justement de son histoire, même si avant il avait téléphoné à un certain docteur, mais tout le monde est docteur, même le flic est docteur, donc bon, ça veut rien dire. Mais et grâce à l'ancrage de, il est là, il y a quelqu'un qui le connaît, c'est son beau-père, son fils, donc il y a quelque chose de vrai. Il raconte son histoire, alors qu'avant de raconter son histoire, j'avais l'impression que il essaye peut-être de piéger l'interview, c'est qui cette femme? Et en fait, il veut découvrir, parce qu'on lui a dit, elle, c'est Elsa, c'est le point. Et au final, là, il y a vraiment une balance pour moi. Et en parallèle de ça aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ces timelines. Bon, là, jusqu'à ce moment-là, il n'y en avait qu'une, puis il y en a une deuxième qui se dessine, son passé, qui est assez récent malgré tout, et bien sûr la timeline de notre époque. Mais notre époque, j'ai eu du mal, alors peut-être parce que j'ai mal regardé, à la cibler pour la simple et bonne raison que je voyais cette jeune femme qui écoute, avec sa collègue un peu feignant après Google, mais bien avant qu'elle parle de Google et qu'on voit vraiment les PC, on voit les bandes. Et moi, je regarde son casque. Je vois le casque de l'autre jeune femme, je me dis... années 70-80, pourquoi pas, mais je me dis, il est bizarre, ils ont dû faire une erreur où ils ne sont pas cassés les pieds, manque de budget, voilà, chercher tout et n'importe quoi, et jusqu'au moment où on comprend que non, c'est notre époque, donc c'est les casques d'aujourd'hui, les oreillettes. Et je trouve ça très fort. Et autre chose, il y a tellement de choses à dire, je pense, j'ai été choqué, gentiment, mais choqué, parce que certes, il allait sans doute lui arriver quelque chose ou autre, mais on ne voit pas sa mort, en effet, mais c'est brut, on repasse dans notre présent, et boum, on voit un journal parce qu'elle recherche, il est mort. J'avais du mal presque à y croire jusqu'à ce qu'elle aille voir son fils. Et j'avoue, c'est fort. Je comprends pourquoi meilleur réalisateur et tout, mais il y a quelque chose dans ce film, même si j'y connais rien sur la situation de l'époque. Voilà, mais c'est... Pour l'instant, j'ai pas de questions, mais merci. Merci pour votre avis. Oui, alors c'est vrai que ça joue aussi avec un imaginaire avec des codes du cinéma des années 70. Bon, je pense évidemment à tous les cinémas parano, etc. Mais le film déjoue ça aussi. Il n'oublie pas ce que c'est que le quotidien. Il est plus dans la vie de tous les jours, plus que dans la révélation d'un complot à grande échelle, etc. Il est finalement dans une espèce de ce qu'était la banalité, presque la trivialité des assassinats politiques, des malversations de la police, etc. Alors le complot, c'est le complot industriel, on va dire, mais finalement, ça prend une forme qui ne crée pas de grande prise de conscience, etc. C'est juste soulever le couvercle de cette époque et voir ce qui se pratiquait. Et d'ailleurs, ce que j'avais juste dit un petit peu, c'est la période du carnaval. Oui, elle n'est pas anodine. C'est pas seulement pour donner une coloration au film, comme j'avais dit tout à l'heure. C'est aussi parce que c'est la période des masques, des déguisements, des fausses identités, des choses qui se renversent, etc. Et bien sûr, c'est ça. Et chacun a un nom, un surnom. Les liens de parenté sont un peu flous. Il y a des fausses identités qui se baladent un peu partout. Et c'est aussi ça que cristallise, je pense, la période du carnaval. Et non, je finissais là-dessus, c'est qu'il désamorce à un moment. Ça m'a même fait peur à me dire que là, on balance dans toute autre chose. C'est quand il fait un petit hommage, entre guillemets, au slasher. Oui. Et on a une jambe. Bon, on imagine très bien que c'est un rêve ou que c'est un film qu'on est en train de voir, mais waouh, on est passé à autre chose et on se repose à ce moment-là, quoi, presque. C'est son hommage, je pense, au cinéma d'horreur, avec un petit côté grotesque. Puis c'est le moment où... cinéma Z, un peu. Hein, oui, au cinéma Z. Et c'est le moment où il y a Teresa, je ne sais plus comment elle s'appelle, la réfugiée angolaise, qui lit l'article dans le journal. Et donc, c'est un montage parallèle avec... et c'est évidemment le moment où... je crois que Kléber racontait ça dans une interview, je ne sais plus exactement laquelle, le moment où les corps découpés, les corps qui remontaient à la surface à cette période-là, des assassinats politiques ou policiers,
se transformait en mythe dans la population. C'est-à-dire que ça devenait une espèce de... Et il dit, c'est vrai, il y avait des mythes comme ça qui s'étaient formés, des mythes spontanés, des mythes populaires qui s'étaient formés à partir de cadavres inconnus, où on a retrouvé une main, donc on imaginait la main tueuse. Il dit, c'était le climat de l'époque, ce genre d'histoire fructifiée parce que c'était une sorte de réponse qu'on trouvait à ces corps mutilés, à ces malversations. Donc c'est intéressant aussi cette dimension-là, même si oui, c'est évidemment une sorte d'hommage au cinéma Z, c'est assez marrant d'ailleurs au milieu du film. Il y a une façon quand même il parle de quelque chose de très sérieux, mais sans rajouter une couche de sérieux encore plus surplombant qui écraserait le film. Bien au contraire, il traite ça avec une générosité incroyable, parce que c'est quand même un festival de couleurs, de mouvements de caméra, de plans intéressants. Je pense, moi, il y a un plan que je trouve très beau, c'est quand Armando retrouve son fils et la tête du fils est en gros plan en bas à droite et lui, il est plus loin, en haut à gauche. Ça crée une espèce de diagonale incroyable dans le plan. Bon, c'est des idées de plans comme ça qui sont formidables. Et puis, je disais festival de couleurs, de mouvements, de musique aussi. La bande-son du film, c'est le Brésil, donc c'est un peu... Voilà. Ils ont déjà gagné, quoi. Mais la bande-son, elle est super. Enfin, il y a vraiment une grande générosité de forme, je trouve. Alors, moi j'ai beaucoup aimé, mais j'ai la nausée. J'ai eu vraiment du mal, parce que c'est pas du tout le genre... le genre qu'il introduit à travers l'histoire du cinéma, c'est pas du tout un genre que j'aborde en général, donc j'ai quand même eu beaucoup de mal. Mais par contre, j'ai apprécié le chat, parce que je trouve qu'il a, justement, il est important ce chat, parce qu'il est quand même assez curieux. Et on a l'impression qu'au Brésil, même le chat a subi des choses incroyables qui font qu'il a une tête bizarre, quoi. Hein. Ah oui, même mais le chat, il a deux têtes, oui, c'est un agent double. C'est un agent double. Et moi, j'ai eu l'impression, effectivement, alors peut-être que c'est parce que je suis comme ça, de constamment soupçonner, imaginer que là, il va y avoir un truc, là, mais non, là, il va se faire avoir, là, ils sont en train de raconter. On a toujours l'impression que tout est faux, qu'il n'y a jamais une relation saine, sincère, et que, jamais, souvent, et que c'est très difficile de rentrer en relation avec l'autre, comme dans tous ces pays où les régimes sont quand même extrêmement durs. Et voilà, donc moi j'étais plutôt... alors ça s'appelait l'agent secret, donc évidemment, même si on pouvait soupçonner que c'était, comme vous nous l'aviez dit, que ça n'avait pas grand-chose à voir avec le film, il n'empêche que moi j'ai joué ce rôle-là, quoi, essayer de comprendre. Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était un super film effectivement, sur cette époque au Brésil. C'est très angoissant. Alors, non seulement les images qui sont en rapport avec l'histoire du cinéma d'un genre particulier, mais je trouve que moi, ce qui m'angoissait aussi, c'est ce régime, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a une façon très originale de montrer cette terreur, cette angoisse. Et ce soupçon permanent, pour moi, c'est le carton du début, une époque semée d'embûches. C'est une sorte de litote ou d'écart élégant, quoi. Et c'est redit d'ailleurs à un moment dans un dialogue du film. Je ne sais plus qui est-ce qui dit ça. Ça doit être Alexandre, je pense, le beau-père, qui dit cette époque semée d'embûches. Qui est, une façon de litote, un euphémisme, quoi, par rapport à la vraie situation, mais pour dire aussi, et c'est ce que disait Kléber dans ses interviews, que certes, l'époque était difficile, il y avait évidemment des terribles phénomènes de la dictature, ces meurtres en série, etc. Mais il dit que c'était aussi une époque saturée d'imaginaire, d'histoire, de mythes, de choses comme ça. Et il a essayé de tenir les deux, quoi. Et c'est... d'entraide aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entraide, malgré l'horreur et la terreur et toute cette pourriture, entre guillemets. Cette barbarie, c'est assez barbare, finalement. Hein. Oui, tout à fait. C'est barbare.
Il y a beaucoup d'humanité quand même. Ouais. Autour. C'est-à-dire, en fait, le film n'est pas qu'un film d'époque. Alors bon, on l'a dit, il y a des scènes au présent où on voit comment cette mémoire est réintégrée, prise en charge. Mais 77, ça parle, pour moi, et je pense qu'on peut voir le film comme ça aussi, ça nous parle aussi aujourd'hui de quelque chose. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a un renvoi au présent. Ça nous parle d'un moment qu'on voit revenir, de rigidification politique, de raidissement politique, un peu partout dans le monde, et d'un moment où la petite communauté de réfugiés qui se retrouvent dans l'immeuble marque un mode de vie qui est en train de s'installer, c'est-à-dire celui où les personnes dites progressistes, les ingénieurs, les intellectuels, les militants politiques, que sais-je, vont être réduits à une existence clandestine. C'est ce que le film montre, ça s'est passé et c'est sans doute en train de se reproduire. Le Brésil, ils l'ont vu avec Bolsonaro. Bon, là, la période Bolsonaro, elle est finie et bien finie, d'autant plus qu'il va aller en prison, Bolsonaro. Mais voilà, le film nous raconte ça et nous montre, regardez, il y a des périodes dans l'histoire où les gens de bien, on va dire, grosso modo, je dis pas, même c'est pas pour les situer politiquement ou quoi que ce soit, mais les chercheurs, les intellectuels, les artistes, que sais-je, on ne sait pas qui sont, on n'aura pas toutes leurs identités, mais ils vont être amenés, c'est cyclique dans l'histoire, à retrouver cette existence clandestine, à retrouver le sceau du secret, à retrouver l'obligation de se cacher. C'est des choses qui reviennent, faites attention. Voilà, je crois que c'est un petit peu dans ça que le film retrouve aussi un rapport au présent. Ouais, par rapport à ça, moi j'ai pensé à Bolsonaro, mais même carrément à Trump. Enfin, il y a un truc, il y a surtout dans la scène du restaurant avec l'industriel quand ils sont à table avec la femme du personnage principal. C'est la vulgarité en fait qu'il emploie dans sa manière de lui dit tiens ta femme ou je sais pas quoi, enfin où il la traite de secrétaire, enfin un truc. Enfin moi ça m'a vraiment fait penser à ça. Et puis après comme tu dis sur la question du positionnement politique, à un moment donné on lui demande s'il est communiste, etc. Et il dit non mais je suis pas communiste, mais je suis plus communiste que capitaliste. Non mais c'est intéressant parce que en fait on comprend que c'est surtout la question du pays en fait, où il dit on est une université de l'État où on est subventionné, etc. Enfin il y avait cette idée qu'on travaille pour le pays, enfin il y avait cette idée de bien commun un petit peu dans ce sens-là, et c'est pas forcément stalinien ou autre chose. Quoi. Voilà. Et puis les années 70, c'est quand même une décennie où beaucoup de pays sud-américains basculent dans la dictature, sous influence quand même forcenée des États-Unis, il faut bien le dire. Ouais. Et c'est une période, à partir du choc pétrolier, c'est 3 ans avant, 4 ans avant, c'est une période de radicalisation quand même du capitalisme industriel et financier. Et c'est pas pour rien que, je pense, il repère en 77 le début, un moment charnière, quoi, qui va jusqu'à aujourd'hui. Et sans doute, on retrouve aujourd'hui une période où, on le voit un peu partout, les pouvoirs se radicalisent. Et c'est pour ça que je trouve le nœud du film vraiment très intéressant. Ouais, je te repasse la non, parce que juste sur la question du petit film d'horreur de la jambe qui agresse les jambes, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu une sorte de remake des Dents de la Mer en fait, parce que ça se passe comme par hasard en fait au milieu dans un lieu de prostitution surtout masculin en fait. Donc il y a ce côté de comment dire, c'est cette bête comment dire, ce monstre en fait qui va un peu comme dans les Dents de la Mer quand même dès le début il s'en prend en fait aux adolescents qui partent faire l'amour sur la plage. Enfin, il y a un côté quand même, comment dire, de punir en fait ceux qui, punir les hippies ou les enfants de hippies ou les années 70 qui s'aiment en dehors des conventions, on va dire. Et je trouve que là, il reproduit un peu ça, mais en version un peu grossière en fait. Parce que moi, la façon dont ça me parle, c'est qu'il y a un côté, encore une fois, la grossièreté en fait de cette, comment dire, de ce pouvoir, de cette dictature, enfin des gens finalement, et de ce que ça produit des choses laides en fait. Enfin, bon, je vois un peu comme ça. Mais, oui,
comment dire, c'est le reflux, enfin c'est le résidu, le visage horrible de la dictature, quoi. Ça, ça produit des images grand guignolesques, des images, oui, bien sûr, c'est vrai, ou des mythes monstrueux, ou des, oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Juste pour ajouter ce que vous disiez sur les années 70, effectivement, ça me fait penser justement entre cinéma et réalité, tout ce qui a été dit, je veux dire, politiquement, mais qu'on ne voyait pas toujours, qu'on voit avec le recul, notamment la population américaine, sur ce qui a été fait sur beaucoup, justement, en Amérique latine, mais pas que. Et en parallèle de ça, ce qui se passait sur le territoire américain, tout le côté sang, j'entends ce qui, avec les mouvements hippies et tous ceux qui n'en voulaient pas, et comme on est dans un grand pays, du moins là-bas, ou un grand continent, on pourrait dire, sur les routes, et tous les serial killers qui ont fait des choses depuis l'assassinat de Sharon Tate et tout ce qu'il y a après. Et alors, en parallèle, on avait quoi? Massacre à la tronçonneuse qui commence, plus plein d'autres petits trucs. Donc, entre le cinéma et la réalité, c'est... voilà. Et pour revenir au rapport à aujourd'hui, mais tout est lié, tout un cycle. Il y a deux personnages bien à part dans notre époque. C'est comment elle s'appelle, la jeune femme qui va retrouver Flavia, voilà, et sa collègue. Sa collègue, c'est typique. Il y a la technologie qui est là. Ah ouais, mais ça c'est pré-Google. Alors moi, grosso modo, si c'est pré-Google et que je trouve pas, ça n'existe pas. Ça me fait penser à du Trump un petit peu, mais juste purement technologique. Et donc il y a des gens, c'est comme ça. Si c'est pas facile à chercher, je m'en fous et advienne que pourra. Et il y a quelqu'un qui va oser aller jusqu'au bout, même s'il faut revenir sur des techniques anciennes, et c'est Flavia. C'est deux façons de voir et deux façons de gérer les informations et ce qu'on nous donne à bouffer, avec le côté fake news. Et pourquoi je dis fake news, mais pas version Trump, c'est la partie qui concerne Armando, c'est qu'on voit dans un journal, a priori, il était, on enquêtait sur lui, en gros, c'est le méchant de l'histoire, et ça me fait penser à tous ces films où à la fin, le gentil qu'on a suivi se fait avoir, et dernièrement, parce que je l'ai vu il y a moins d'un an, c'est Arlington Road. Voilà, je ne sais pas pour qui l'a vu, mais ce qui arrive à la fin ça vous dit quelque chose, j'imagine, mais ce qui arrive à la fin à Jeff Bridges, mais je suppose que dans les années 70, il y a, et on se dit, ah ouais, et pour les gens, voilà, il sera noté comme ça. Fake news, mais bon, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est très beau comme fin et comme façon, je trouve, de nous annoncer la mort du personnage. Déjà parce que il la montre pas, bon ça on l'a dit, mais en effet, cette coupure de journal, elle aurait pu ne pas être trouvée, elle a failli ne pas être trouvée en fait, et parce que en effet l'autre a dit chercher dans les journaux c'est trop de travail, c'est trop compliqué, et en effet on se dit à ce moment-là, quand on voit cette photo apparaître avec le narratif qui était celui du journal, on se dit oui, la vérité ça tient à pas grand chose en fait, une recherche qui n'a pas été faite, menée jusqu'au bout, etc. Et puis voilà, la vie de ce personnage aurait été complètement oubliée, donc ça rend la chose d'autant plus émouvante, je trouve. C'est vraiment une belle idée de mise en scène, de retenir cette mort comme ça et de l'annoncer un petit peu plus tard par le biais de cette coupure de presse. Ça fait monter une émotion, je trouve. C'est bien vu. Ouais. Oui, alors à propos de l'oubli, ce qui est intéressant aussi, c'est cette fin où elle vient retrouver le fils, Fernando, qui a un rapport à l'histoire et de son pays et de son père, qui n'a rien à voir avec ces deux fin de cycle d'études, je ne sais pas, qui qui ont un regard sur cette histoire et qui voudrait que ça soit important. Elle voudrait, Flavia, que ça soit important pour lui, et lui, on le voit un peu statique, j'ai pas beaucoup de souvenirs, et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on a chacun des souvenirs très différents d'un moment très précis. C'est touchant en ce moment, je trouve. Oui, c'est vrai, parce qu'on se dit dans ces histoires qu'on a, qui sont peut-être celles de nos parents, etc., quel drame historique important, quel rapport à l'histoire générale s'est joué à ce moment-là, hein, et on ne sait pas, c'est parfois des traumas, c'est parfois des choses enfouies, c'est parfois des... Ouais, mais c'est pour ça que moi je la trouve magnifique, la fin, elle est vraiment très belle. Puis sa façon de renouer aussi avec la question du cinéma, la salle de cinéma disparue qui est devenue autre chose. Comment les choses infusent en nous, comment elles s'imprègnent, c'est une belle question.
Pour rebondir, moi, mon ressenti, je pense que ça a dû être tellement traumatique. Ouais. Il y a eu un blackout, à mon avis. Ouais, c'est possible. Il dit pas un oubli. Qu'il a été élevé par son grand-père, quoi. Voilà. Et oui, mais père, je pense qu'il devait avoir quoi dans le film 7 ans, 8 ans. Ouais. Mais je pense que c'est plutôt de l'ordre de traumatisme. Puis ça a beaucoup à voir aussi, je crois, avec le fait que ces morts de la dictature, il y en a beaucoup qu'on n'a pas identifiés. C'est d'ailleurs, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas retrouvé leurs morts, dont ils ne savent pas ce que les cadavres sont devenus. Et je pense que c'est aussi cette question de raconter l'histoire de cet ingénieur comme l'un des cadavres qui aurait pu être anonyme. Et ça s'est joué, voilà. On le voit dans le film, la coupure de presse, le fils qui a refoulé tout ça profondément en lui. Bon, c'est cette idée que tous ces parcours, toutes ces vies, elles ont été effacées et que très peu sont remontés à la surface comme ça. Je pense qu'il y a cette idée-là aussi qui est assez présente. Il y a ce retour au présent à la fin du film, enfin au présent ou en tout cas à l'actualité récente, me fait penser parallèlement au film de Walter Salles, que le monde n'a pas tellement aimé, mais où il y a un retour aussi au présent comme ça à la fin, et avec des récits qui ont quand même en commun une disparition sous la dictature. Est-ce qu'on peut aller un peu au-delà de ce parallèle-là? Est-ce qu'il y a des ponts entre ces deux films? Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors moi je l'ai pas vu, le film de Walter Salles, j'en ai seulement entendu parler, donc j'aurais du mal à... Mais en tout cas, que ce soit au Brésil, en Argentine, il y a des histoires similaires, de disparus sous les régimes dictatoriaux, etc. C'est une question qui traverse le cinéma sud-américain, qui a été le sujet de nombreux films, parce que c'est des traumatismes familiaux, historiques, c'est des coupures dans la mémoire qui sont tragiques, quoi. Et c'est un sujet qu'on retrouve beaucoup, en effet, dans le cinéma sud-américain. Souvent, alors... Bon, moi, je trouve que Kléber, c'est un grand cinéaste, donc il arrive à transfigurer ça, à renouveler cette question à travers un paysage beaucoup plus vaste. Souvent, c'est des drames, parfois un peu lourds, un peu empesés, mais il y a aussi des grands films sur ces questions-là. Ça ne me vient pas à l'instant même, mais c'est en tout cas une grande question, je dirais, du cinéma sud-américain, si on veut élargir au continent, quoi. Voilà, ouais. Merci. Écoute, merci beaucoup, merci Mathieu. Pour vos prises de parole. Et donc, on te retrouvera tout début novembre pour une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Qui n'est pas sans rapport avec ce film.